Ce matin, votre chronique s'intitule « L'Ukraine, des négociations tant attendues ». Et en effet, il y a depuis quelques jours des faits nouveaux et importants dans les affaires internationales. Il s'agit des premiers contacts entre la Russie et les États-Unis concernant l'arrêt de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En choisissant ce titre, justement, « Ukraine, des négociations très attendues », ma première question est évidemment « Pourquoi a-t-il fallu tant attendre ?» Eh bien, la réponse est quand une guerre surgit, le côté là, pour en négocier la fin, attendre le verdict des armes qui ont été mises en œuvre, n'est-ce pas? Et ce verdict est apparu seulement après 4 phases successives de combat. Souvenons-nous, l'invasion du 24 février 2022, eh bien, on envisageait qu'en quelques jours ou quelques petites semaines, l'Ukraine allait être conquise. Eh bien, ça s'est pas passé du tout comme ça. Les Russes ont été obligés de redéployer carrément tout leur dispositif militaire. Ils ont donc regroupé leurs forces sur l'est de l'Ukraine. C'était une deuxième phase. La troisième phase a été le recul russe à nouveau sur Kharkov et Kherson. Dans le sud, ils ont repassé le Dniepr. Donc on est arrivé à la quasi-stabilité du front après l'échec de la contre-attaque ukrainienne et le grignotage russe de 2024. Donc, c'est cette situation militaire qui est arrivée à une stabilité, auquel s'est ajouté 2 faits nouveaux, le poids réel de la guerre. Pour les deux parties, le poids humain, le poids économique pour les deux côtés. La Russie a payé aussi un très fort prix dans cette opération et l'arrivée de la nouvelle administration américaine. Donc il fallait l'addition de tous ces facteurs pour créer les conditions du démarrage des premiers pourparlers. Oui, en effet, ces premiers contacts ont eu lieu en Arabie Saoudite la semaine dernière. Mais alors Gérard, je pense que tout le monde se pose la question, pourquoi seulement entre Russes et Américains? Et aussi, pourquoi ce lieu? Alors effectivement, 50 pays et organisations participaient chaque mois à des réunions d'engagement et de gestion des besoins militaires pour soutenir l'Ukraine. La répartition finalement économique, militaire et économique purement de déblocage de fonds pour l'économie ukrainienne était un 50-50 entre les États-Unis et le reste du monde. Mais la Russie, depuis des années, souhaite avoir comme unique interlocuteur les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Russie avait pour objectif de reconstituer son empire et donc en acquérant l'Ukraine et en conquérant l'Ukraine. Et donc cette acquisition d'empire lui redonne un statut. Et quand on a un statut, eh bien on veut parler à un autre empire qui a le même statut. C'est d'ailleurs les États-Unis. Et les diplomates français peuvent vous dire que depuis des années, ceux qui sont en contact donc avec Vladimir Poutine ou la diplomatie russe, Bruxelles a été mis tout à fait de côté. D'autre part, il fallait un petit format pour débuter de façon efficace les premiers contacts. Donc les premiers contacts n'ont pas eu des discussions de contenu sur les éléments à céder ou les éléments, disons, incontournables. Il s'agissait de tracer le cadre et 4 axes ont été définis. Premièrement, éviter les couacs entre Américains et Russes sur les problèmes de consulat, de déplacements diplomatiques, etc. Donc ça, c'était le premier axe de la réunion de Riyad. Deuxièmement, définir de nouvelles équipes qui vont travailler vraiment aux éléments de la négociation. Troisièmement, donc, eh bien, parlons économie, n'ayons pas peur de parler économie. Et quatrièmement, eh bien, ceux qui étaient impliqués dans la réunion de Riyad, du côté américain et du côté russe, suivront bien sûr les négociations. Donc le choix saoudien, eh bien, le fait que l'Arabie Saoudite soit un partenaire militaire des États-Unis et aussi un partenaire énergétique de la Russie. Donc ils sont, puisque dans le cadre de l'OPEP, la Russie fait partie de cette alliance avec l'OPEP+. Donc Riyad était au milieu
Donc l'Arabie Saoudite et sa capitale représentent un choix équilibré, donc judicieux. Oui, et puisque les États-Unis ont entamé seuls ce premier contact, leur analyse et point de vue, on comprend, ont un poids de toute première importance. Mais que pouvez-vous nous dire de la position souvent peu facile à déchiffrer de Donald Trump sur ce conflit? Vous avez raison, le personnage est à deux visages. Il peut être prompt et féroce dans ses répliques, ce qui donne un travail supplémentaire à son staff pour moduler et corriger. Donc c'est un homme de communication, on l'a vu dans la campagne, on le voit dans ses apparitions de presse. C'est un homme de négociation où il joue la surprise et le déséquilibre. Donc ce qu'il s'applique à faire, c'est de créer donc une situation avec les éléments d'un deal, comme il dit, n'est-ce pas, politique, économique et géopolitique. Et en un instinct, avec un instinct économique, puisque c'est un homme d'affaires. Mais il est l'homme du cadre des négociations plutôt que du contenu. Il veut, me semble-t-il, conclure assez rapidement et économiquement pour rétablir des liens avec la Russie, mais il lui sera très difficile d'éloigner la Russie de la Chine si telle est sa vision. Oui, on a bien compris que c'est pas l'intérêt de l'Ukraine qui prime avant tout. Alors, étant donné qu'il apparaît très exigeant vis-à-vis de l'Europe, l'Union européenne aura-t-elle une place autour de la table des négociations? La réponse immédiate est de vous dire oui. Mais le plus important est de savoir quand. L'Europe est incontournable. D'abord, c'est notre sol, et donc nous avons eu des contributions militaires, économiques et futures qui se développeront également, donc on est incontournable. Emmanuel Macron et le Premier ministre de la Grande-Bretagne ne sont-ils pas ensemble à Washington cette semaine? Donc il faut établir en priorité avec les États-Unis, l'Europe doit mettre au point une communication très stricte sur les négociations tant qu'elles se passeront entre Russes et Américains. Il faut que l'Europe ait un retour méthodique et systématique. Donc il faut, à mon sens, envisager une arrivée simultanée de l'Ukraine et de l'Union européenne à ce moment-là autour de la table. Et le plus important est à l'évidence les éléments de décision et de fin de négociation et non pas les premiers pas. Qui se souvient de la conférence de Téhéran en 1943? Tout le monde se souvient de Yalta, bien sûr 2 ans après, en 1945, qui cadrait l'organisation de l'Europe et du Pacifique dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Merci Gérard pour cet éclairage très structuré sur cette malheureuse situation ukrainienne.